Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission En toute matière sur Marmite FM 88.4. Nous voici réunis pour une heure d'échange, une heure au cours de laquelle le débat d'idées est souverain. Nos invités en seront les garants. Pour en discuter avec nous sont présents dans les studios, celui qui nous accompagnera tout le temps dans cette odyssée radiophonique, c'est Tan Toan Nguyen. Bonjour Tan. Bonjour. Elle est indissociable du mouvement des Gilets jaunes depuis sa pétition lancée fin octobre 2018 ayant réuni plus d'1 200 000 signatures. C'est Priscilla Ludowski. Bonjour. Bonjour. Enfin, il est député de la première circonscription des Yvelines, issu de la majorité La République En Marche. C'est Didier Bécher. Bonjour. Bonjour. Voici donc pour les élus de cette première émission et le programme qui sera appliqué sur cette heure d'écoute. On écoute ça. Vêtus d'un gilet jaune, ils étaient des centaines de milliers à manifester il y a 4 mois avec pour revendication des revendications autour de la justice fiscale, du pouvoir d'achat ou encore du référendum d'initiative citoyenne. Nous reviendrons avec Priscilla Ludowski sur comment un objet qui errait dans une boîte à gants est devenu un outil de mobilisation de masse et sur ses perspectives. Face au gilet, le gouvernement a sorti le bon vieux cahier de doléances pour recenser vœux, idées et plaintes dans une séquence intitulée Le Grand Débat National qui depuis le 15 janvier invite Françaises et Français à faire remonter leurs souhaits autour de 4 thèmes: transition écologique, fiscalité, démocratie et citoyenneté, organisation de l'État et des services publics. À l'heure du bilan et des restitutions, nous apprenons la prolongation de cette initiative jusqu'au 15 avril prochain. Nous allons faire le point avec vous, le député Didier Bécher. Et si l'épilogue de tous ces événements se situait au moment des élections européennes, premier scrutin majeur attendu depuis l'élection d'Emmanuel Macron, le jour du vote, le dimanche 26 mai 2019, sera générateur d'enseignements cruciaux pour certains partis comme pour les Républicains, représentés ici par Nicolas Dainville qu'on accueille. Bonjour Nicolas Dainville, vous êtes donc conseiller municipal à La Verrière, conseiller départemental des Yvelines et trésorier du parti Les Républicains dans le département. En toute matière, acte 1, c'est maintenant. Oui. Yes. Je n'ai pas perdu mes nerfs, je suis en colère. Est-ce vous que permettez? je peux répondre? Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Needs no to win. C'est la réforme oui, la chienlit non. Vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Again the no. Voilà, Sapin dans ce petit jingle pour cette première émission. Bon, on en parlera à la fin et puis on fera éventuellement un référendum abrogatif pour voir si on le conserve ou pas pour la prochaine émission. Je pense que vous conviendrez tout à fait de ce processus décisionnel. Priscilla Ludowski, vous êtes devenue donc une figure phare du mouvement des Gilets jaunes par le biais d'une pétition en ligne. Appelant à la baisse des prix du carburant en octobre 2018, une pétition qui a été signée par plus d'1 200 000 personnes, ce qui en fait l'une des pétitions les plus relayées sur le web. Il y a forcément un avant et un après Gilets jaunes pour vous dans votre vie. Est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter comment tous ces événements ont bouleversé votre quotidien depuis le mois d'octobre dernier? Alors oui, c'est sûr que lorsque la pétition a été lancée, ça n'a pas tout de suite été, on va dire, un succès, puisque ça n'a pas beaucoup été relayé lorsqu'elle a été lancée fin mai. Mais ensuite, en octobre, donc j'ai pas mal contacté les médias pour que cette pétition soit partagée. Et effectivement, tout de suite, avec l'engouement qu'il y a eu et tous les médias qui ont souhaité relayer la pétition, ça a été intense en rythme, parce que j'ai été défendre un peu ce que je disais dans la pétition, et ça a fait pas mal de bruit à ce moment-là, à la fin de l'année. Et du coup, effectivement, ça chamboule un peu la vie personnelle. Ouais. Vous attendiez au mois d'octobre à ce que votre pétition soit davantage relayée, à ce que vous soyez finalement sous les feux des projecteurs médiatiques, puisque vous avez à ce moment-là été ultra sollicité, d'où ma question, qui est surtout personnelle vous concernant. Est-ce que vous aviez anticipé ou pas toute cette vague médiatique autour de votre initiative? Alors non, forcément. Ensuite, c'est moi qui suis allé vers les médias. Pendant un mois, je les ai contactés. Donc ensuite, il faut s'attendre faut s'attendre à être contacté en retour. Et le rythme, non, je ne m'y attendais pas à ce qu'il soit aussi intense, mais j'ai cherché à avoir la possibilité de pouvoir communiquer sur la pétition. Ouais.
Alors, vous avez fait il y a quelques jours à Elancourt une réunion autour du mouvement Gilets jaunes. Est-ce que vous pouvez nous dire si le mouvement Gilets jaunes dans les Yvelines, de manière générale, a pris, entre guillemets, bon, je pense qu'on aura des débats autour des personnes qui composent ce mouvement. Vous pensez qu'il y a beaucoup de Gilets jaunes dans les Yvelines, de manière générale, ou non ? Alors je ne saurais pas dire, je ne saurais pas quantifier, mais effectivement il y a beaucoup de personnes qui se déplacent aux différents débats qui sont organisés par les Gilets jaunes, que ce soit, alors après on a aussi des débats qui sont organisés dans 95, donc des personnes vont et viennent entre chaque département, donc c'est difficile à dire au niveau du public qui y assiste, mais effectivement il y a des actions organisées par des Gilets jaunes du 78, mais voilà, après à savoir en nombre ce que ça représente, c'est compliqué. Alors au-delà, moi j'ai une question, c'est au-delà d'Elancourt, parce qu'Elancourt, bon, c'est on va dire la banlieue à peu près, mais par rapport à l'ensemble du mouvement, à toutes les manifestations auxquelles vous êtes rendus, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la sociologie des Gilets jaunes de manière générale ? Alors moi j'ai été très frappé par plusieurs choses, la forte présence des personnes de province, forte présence des retraités, c'est assez marquant, beaucoup de femmes aussi. Voilà, c'est les 3 gros profils moi qui m'ont marqué au tout début du mouvement, ils sont encore présents et je pense qu'après ce qui sera intéressant de voir ce sont les études des sociologues et par la suite avec un peu plus de recul. Alors on va peut-être demander à vos contradicteurs du jour, c'est la manière dont ils ont appréhendé ce mouvement l'année dernière déjà. Enfin, on est à déjà 5 mois du premier acte des Gilets jaunes. Est-ce que vous attendiez, messieurs, eh bien, à ce qu'il se prolonge dans le temps? Enfin, bon, il y a eu des initiatives gouvernementales aussi, comme le grand débat national, qui font aussi écho aux revendications de base des Gilets jaunes et qui permettent de poursuivre l'ancrage du mouvement dans le quotidien des Françaises et des Français. Honnêtement, vous avez été pris de court ou pas, Didier Bécher? Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le fait de ne pas être surpris qu'à un moment donné, un mouvement social de grogne arrive. Alors si j'avais dû dire quand il serait arrivé, j'aurais probablement pas dit novembre, mais j'aurais dit avril 2019, mais il n'y a pas de surprise par rapport à ça, parce que déjà on sortait d'une période électorale, enfin si on se souvient de 2017, où il y a quand même eu un dégagisme extrêmement important, donc cette volonté de s'exprimer différemment, de renouveler, et cette expression de la difficulté sociale, je pense que c'est quelque chose qui était... en tout cas qu'on pouvait percevoir. Alors après, est-ce que ça allait sortir, pas sortir, ça c'est un autre sujet. Je pense que refaire l'histoire, c'est toujours un peu simple, de se dire oui, on aurait pu imaginer, puis alors, puisque vous l'imaginiez, vous auriez pu prendre des mesures, bon voilà. Après, c'est sur la forme. Je pense que ce qui est enfin, intéressant, alors après intéressant au sens sociologique, mais je pense qu'on a tous été déroutés novembre-décembre à l'incapacité en fait de ce mouvement de s'organiser et à produire des leaders qui viennent négocier, j'ai envie de dire un peu comme on a l'habitude de le faire. Enfin, moi j'étais 20 ans DRH, donc négocier, je vois très bien l'art du compromis, obtenir quelque chose, on sait pourquoi on se voit. Je pense qu'on a tous été un peu formatés dans ce schéma-là. Et la vraie difficulté, c'est qu'on l'a vu, si on se souvient, novembre-décembre, quand on invitait telle ou telle personne à venir pensant qu'il représentait ou qu'elle représentait les Gilets jaunes, finalement... il y avait soit des pressions sur les personnes, soit les personnes ne venaient pas aux réunions. Et donc une vraie difficulté à engager un dialogue pour négocier quelque chose. Ce qui a fait qu'on est sorti, alors assez vite, on pourra toujours débattre si entre novembre et le 1er janvier, tout en faisant une loi à l'Assemblée nationale, entre-temps, c'est rapide ou pas. Moi, j'estime que c'est rapide. Donc on a répondu, de notre point de vue, rapidement à l'urgence sociale. Donc c'est la série de mesures qui a été prise sur un texte de loi qui a été voté en 15 jours entre l'Assemblée nationale et le Sénat, qui a fait que depuis le 1er janvier, vous avez 1,2 million de personnes supplémentaires donc, qui ont accès à la prime d'activité. Mais c'est aussi 75% des entreprises françaises qui étaient en capacité de le faire, qui ont versé en moyenne entre 400 et 500 euros de primes exceptionnelles, défiscalisées, désocialisées pour les salariés. Donc cette réponse, elle a été rapide. Après, le mouvement, il a une forme un peu particulière. L'avenir nous dira si finalement il a réussi à s'installer au sens politique, mais je ne crois pas que durablement... on peut vouloir changer la société ou la manière dont la société fonctionne sans avoir un engagement politique, sans avoir des leaders avec qui on peut parler.
Alors, Et ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui. On le voit semaine après semaine. Voilà, il y a les manifestations, on fait des commentaires sur les manifestations. Bon, comme toutes les semaines à 18h, ça dégénère. Bon, il y a de moins en moins de gens dans la rue, mais finalement, c'est pas très intéressant ce débat. Enfin, c'est pas très intéressant de le regarder sous cet angle-là. Les Gilets jaunes ont obtenu des choses extrêmement importantes dans le débat démocratique, parce que vous parlez du grand débat, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Mais ils sont là aussi dans cette difficulté à pouvoir revendiquer ce qu'ils ont obtenu. Alors moi, j'attendrais une revendication beaucoup plus forte de ce qu'ils ont obtenu pour l'ensemble des Français, pour le coup. Alors, vous avez fait référence à la forme du mouvement et aussi un peu à votre passé que je ne connaissais pas. Vous avez été DRH et donc vous évoquez l'art de la négociation pour arriver à un compromis. Du compromis surtout, voilà. C'est l'art du compromis, donc par la négociation plutôt. Mais en France, vous le savez, les acquis ne s'obtiennent pas forcément par la négociation, comme dans une entreprise. Donc, vous avez été DRH dans une entreprise. La négociation est une chose, mais la négociation est beaucoup plus aboutit davantage à l'obtention d'acquis pour ceux qui voudraient en avoir plus en cas de rapport de force. Et concrètement, le rapport de force dans une entreprise pour faire céder la partie adverse sur des revendications, c'est la grève. Donc je crois pas, mais la négociation n'est pas forcément le préalable. Non, ça peut être la grève, mais acquis. Moi, j'ai été DRH pendant 20 ans, j'ai négocié des grands accords structurants dans les entreprises où j'ai travaillé, et je pense qu'il y a eu un certain nombre d'acquis sociaux, des fois par volonté de l'entreprise de faire bouger les lignes, et très souvent par la volonté des syndicats, des représentants des salariés, de vouloir obtenir quelque chose. Et j'insiste sur cette nécessité du compromis, parce que, alors moi je suis pas un révolutionnaire, donc je crois pas qu'on peut mettre cul par-dessus tête et puis ça va faire avancer tout le monde. Je veux dire, c'est important. Il y a un moment donné, quand on n'arrive pas à ce compromis, je pense qu'on continue à servir une partie de la population. Et on le voit bien, les Gilets jaunes font leur grand débat de leur côté, puis nous on fait un grand débat avec l'ensemble des Français. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une plateforme à un moment donné où on arrive à mettre en commun toutes les idées. Même si, bon an, mal an, on voit que sur le grand débat, il y a quand même beaucoup de Gilets jaunes qui sont venus. Donc je pense qu'on arrive à un moment donné à avoir l'ensemble de la vision des Français. Mais ce compromis, je pense qu'il est... pour construire, moi ce qui m'intéresse c'est de construire, sinon je ne fais pas de politique, j'en fais pas depuis longtemps, mais je pense qu'à un moment donné il faut qu'on arrive à ce moment de construction. Il y a une demande d'un pacte social différent, il y a une demande de reconnaissance d'une vraie difficulté suivant là où on vit, parce que c'est pareil, on va parler de la mobilité, mais la mobilité si vous êtes à Paris ou dans certaines régions de France, c'est pas du tout le même sujet. La perspective que vous avez dans une entreprise ou le tissu économique qui est à votre disposition suivant là où vous vivez est très variable. Donc là, il y a une attente qui est très très forte. Et si on veut durablement modifier la société, pour moi, à un moment donné, il faut négocier. Il faut négocier, arriver à un compromis et qu'on sache d'ailleurs ce qui est demandé. Parce que vous avouerez que depuis quelque temps, on a quand même perdu un peu le fil de ce qu'est la réalité de la demande des Gilets jaunes. C'est un point de vue. Juste une question à M. Bécher, ensuite... J'en poserai aussi une à M. Dainville. Vous dites que vous avez été relativement surpris par l'ampleur du moment qu'a pris le mouvement des Gilets jaunes et aussi sa forme, c'est-à-dire le fait qu'il ne soit pas passé par les intermédiaires, on va dire, traditionnels que sont les syndicats et les partis politiques. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà des mesures qu'a pu prendre le gouvernement de M. Philippe, est-ce que vous ne pensez pas que Macron a quand même contribué à la naissance des Gilets jaunes, en ce sens que Macron, durant la présidentielle et après, s'est fait élire quand même en faisant, on va dire, sauter le clivage gauche-droite par le haut, parce qu'on peut dire que c'est un peu ça, Macron, c'est un peu l'union, on va dire, de la bourgeoisie mondialisée. Et que donc, et par rapport à ça, c'est justement là que je reviens à M. Dainville, c'est que justement les partis d'opposition, eux, sont restés sur les clivages traditionnels, gauche et droite. Puisque là, je pense que, je ne sais pas ce qu'en pense M. Dainville, mais je pense que Wauquiez, Dupont-Aignan et Marine Le Pen sont quand même partis pour réaliser une union des droites. Et donc, en fait, ils sont restés sur ce clivage gauche-droite, et que donc, en fait, les Gilets jaunes, eux, qui sont la France d'en bas, ils ne se reconnaissent plus dans ce clivage-là. Et donc, en fait, quelque part, les Gilets jaunes, c'est un peu l'anti-En Marche, en fait. C'est l'anti-En Marche. C'est le mouvement, juste, je termine. Je ne vais pas vous embaucher de répondre. C'est le mouvement qui, en fait, réalise l'union de la France d'en bas au-dessus du clivage gauche-droite, comme Macron a réalisé l'union d'en haut en faisant sauter le clivage gauche-droite. Moi, je veux bien qu'on essaye de terroriser le mouvement, mais c'est assez simple, en fait. À un moment donné, votre reste à vivre, il est négatif, et que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que ça dure,
et que pendant 10 ans, 20 ans, on vous raconte la même histoire et qu'en fait, le niveau de chômage, il est toujours le même, le niveau de discrimination, il est toujours le même. Enfin, je veux dire, dans notre département, on est quand même bien placé. On a beaucoup de quartiers politiques de la ville. On voit bien qu'à coup de millions, on essaye de faire des choses, mais en fait, rien ne bouge. Il y a toujours autant de discrimination à l'emploi dans les quartiers politiques de la ville des Yvelines. Donc, je pense qu'à un moment donné, les choses s'accumulent. Et je ne pense pas en fait que le mouvement des Gilets jaunes d'origine, des gens qui se sont mis sur les ronds-points, soient mis sur les ronds-points en se disant « là là, on n'a plus les repères de la gauche et de la droite, donc on va se mettre sur les ronds-points ». Non, ils sont venus sur les ronds-points justement pour dire « mon reste à vivre est devenu négatif. Le poids de mon loyer ». Parce que, faut dire les choses comme elles sont. C'est qu'à un moment donné, si vous gagnez 1 200 € et que vous avez 900 € de loyer, vous pouvez le prendre par tous les bouts. Et ça rentre plus. Donc c'est ça qui a été exprimé. Mais c'est aussi parce qu'il n'y avait pas de relais. C'est-à-dire si les syndicats avaient pu... les syndicats, les partis traditionnels... Les syndicats, c'est peut-être par rapport à l'emploi à un moment donné. Mais on pourra débattre, si vous voulez, de la place des syndicats et de leur affaiblissement. Certainement. Certainement. Nicolas Dainville, vous étiez sceptique par rapport à la remarque de Tantoine. Pas sceptique. Pour moi, il y a 3 causes, on en parlera peut-être avec vous, qui expliquent ce mouvement. Un ras-le-bol fiscal. On a effectivement 360 impôts et taxes, on a le record du monde d'impôts. Beaucoup de Français n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. Donc on a un ras-le-bol fiscal qui s'est exprimé. 2, des territoires oubliés. Ce qui explique aussi que on a peu de Parisiens dans ces manifestations. Il faut inverser le micro. C'est bon comme ça en termes de micro. Peu de Parisiens, puisqu'effectivement, quand on regarde les chiffres économiques, vous avez une croissance de 3,5% à Paris et une croissance négative dans nos territoires. Donc on a des territoires oubliés, qui ont le sentiment de ne pas être considérés, et on a une absence depuis très longtemps de politique d'aménagement des territoires. Donc on a effectivement, et ça rejoint un peu ce que vous disiez, les exclus de la mondialisation, ceux qui n'en bénéficient pas, et des habitants qui habitent plutôt dans les métropoles, qui eux en bénéficient et donc qui subissent moins la crise. Et 3e raison, à mon avis, c'est le mépris des élites, qui a été ressenti par beaucoup de Français. Une élite qui semblait très lointaine, très déconnectée, et c'est là où on pourra aussi avoir ce débat. Je pense que le président de la République a malheureusement contribué un peu à ce ressenti du mépris, puisqu'il a eu l'habitude d'opposer la France en 2 camps, ceux qui seraient les progressistes, ou déclarés comme tels, et ceux qui seraient les populistes. Et effectivement, il a ressuscité un peu un clivage de classe, avec des Français qui se sont sentis être qualifiés de populistes, ou être qualifiés, qui n'étaient pas en tout cas considérés comme les premiers de cordée, et qui ont pu effectivement s'unir, quelle que soit leur opinion politique, dans ce grand mouvement des exclus de la mondialisation, des territoires oubliés, et contre cette forme de mépris. Donc moi je dirais, voilà, il y a ces 3 principales raisons que j'explique. Alors j'ai pas pu aller à la réunion d'Elancourt, mais je souligne qu'elle ait eu lieu. Beaucoup de maires ont joué le jeu. Le département des Yvelines, puisque je le représente, a aussi voté une délibération pour prendre en charge un certain nombre de débats, pour permettre ce débat. Et je crains que ce débat ne se transforme en grand blabla s'il n'y a pas des mesures concrètes. Et je crains aussi que les Français aient pu confondre grand débat et liste au Père Noël, et donc soient venus avec beaucoup d'idées. Et c'est, je pense, quelque chose qui risque d'arriver, c'est qu'une idée aussi bonne soit-elle risque de se transformer en vœu pieux si elle n'est pas financée, si on n'explique pas comment elle sera financée et qui va payer. Donc moi, je suis un peu craintif sur les conclusions de ce grand débat. Ce qui ressort des conclusions m'inquiète, puisque j'ai l'impression qu'on centre le débat sur des réformes institutionnelles qui sont très importantes, mais on avait parlé d'un référendum le jour des européennes, il y a quelques mois, sur un certain nombre de sujets, sur le nombre de parlementaires, sur le cumul dans le temps. Je pense que c'est des sujets très intéressants, mais qui résoudront absolument rien à la crise des Gilets jaunes. Pour moi, pour y répondre, c'est des mesures de pouvoir d'achat, des mesures en matière de fiscalité. C'est pas de nouveaux impôts supplémentaires. Voilà. Ça serait dommage qu'une révolte fiscale se transforme en impôts supplémentaires. Alors, on va demander l'avis de Priscilla Ludowski sur le sujet. Priscilla Ludowski, vous avez déclaré il y a quelques jours que le mouvement des Gilets jaunes ne s'essoufflait pas, mais qu'il était en train d'évoluer.
est-ce que les conclusions de cette séquence du grand débat national va, en fonction des mesures concrètes qui seront prononcées et mises en application ou pas, est-ce que cela serait de nature à réveiller davantage la population? Est-ce que, au contraire, est-ce qu'il y a une amplification du mouvement des Gilets jaunes? Alors, je vais déjà réagir à ce qui a été dit. Lorsqu'on parle de mouvements qu'on essaie d'identifier avec des leaders ou quoi que ce soit, je pense que ce qui est pas mal incompris des uns et des autres, c'est que ce n'est pas un mouvement comme ça a pu exister avant. Ce n'est pas un syndicat qui a lancé le mouvement, ce n'est pas un parti politique qui a lancé le mouvement, et je trouve que c'est une erreur de l'analyser comme tel. C'est un mouvement populaire, on ne cesse de le répéter, et effectivement, c'est peut-être déstabilisant de ne pas avoir affaire à des personnes qui vont aller négocier quelque chose, mais il y a des sujets brûlants qui ont été... Alors, le grand débat a permis à certains de s'exprimer. Pour moi, il n'était pas nécessaire d'organiser un grand débat pour prononcer des mesures fortes sur des sujets comme la fiscalité, où on relève clairement, sans avoir à en débattre, on sait ce qui ne va pas, on sait ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses, on sait ce qu'il faut faire pour réduire les inégalités en matière de fiscalité. Il n'y a pas besoin... Le président de la République n'a rien appris dans ce débat en matière de fiscalité. Ni en matière de pouvoir d'achat. Donc je pense qu'il pouvait déjà prononcer des mesures fortes et engageantes avant l'organisation de ce grand débat. Et je pense que lorsque ce grand débat a été annoncé, effectivement, on l'a senti comme un moyen d'endormir un peu le mouvement et de faire en sorte qu'il se taise. Alors il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées et il n'y a pas de volonté de construire quelque chose... en tout cas de manière pyramidale. Il y a plutôt des gens qui s'organisent en collectif ou en association pour faire avancer des sujets. Le président a été interpellé par un collectif qui proposait d'analyser et de travailler sur les propositions qui avaient été faites via le grand débat et via la plateforme du vrai débat qui a été lancée par les Gilets jaunes, en créant une assemblée citoyenne, et cette demande est restée sans réponse. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de volonté de dialoguer, c'est faux. Il y a une volonté de dialoguer parce qu'il y a des gens qui s'organisent et qui existent depuis longtemps. Ce sont des associations qui travaillent depuis un certain nombre d'années sur certains sujets qu'on ignore habituellement, qui font partie, je pense, de ces corps intermédiaires, parce qu'on parle que des syndicats, mais il y a d'autres associations, que ce soit sur le climatique, que ce soit sur les sujets de démocratie ou autres, qui sont là depuis un certain nombre de temps, mais qu'on ignore, on n'en entend jamais parler. Ils ont des travaux, des projets, des idées qui sont là, qui sont dans les tiroirs ou sous le tapis. Et ces personnes-là, aujourd'hui, sont sous les projecteurs par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Et le mouvement des Gilets jaunes, c'est un panel de la population qui met en lumière pas mal de dysfonctionnements. Et donc, ces associations qui sont là tendent la main au gouvernement qui ne répond pas. Hier encore, j'avais en duplex la secrétaire d'État à la transition écologique qu'on a rencontré le 27 novembre avec le ministre de la transition écologique à qui on a adressé on pourrait appeler ça des revendications, mais à ce moment-là, on avait beaucoup de propositions qui nous avaient été adressées, on les a synthétisées par grands thèmes, on les a remises au ministre, qui nous a répondu en fin d'entretien qu'il gardait le cap, et on a demandé plus de transparence, parce que c'est ça aussi qui est dénoncé dans le mouvement, c'est donc le manque de transparence. On ne savait pas à quoi sert. La pétition ne concerne pas le fait qu'il ne faut pas augmenter les taxes, ça concerne surtout le fait qu'il n'y a pas de transparence, qu'on ne sait pas à quoi ont servi les taxes. Maintenant on le sait, mais à ce moment-là on ne le savait pas, et ça finançait certainement pas la transition écologique, et surtout le fait que, qu'est-ce que vous faites vous pour nous préparer à cette transition? Est-ce que vraiment vous prononcez des mesures engageantes en ce sens-là? Et on se rend compte que non, avec le glyphosate, le chlordécone, les sargasses, avec justement le kérosène et le maritime qui n'est pas taxé, toutes ces mesures-là montrent qu'il n'y a pas de vraie volonté d'aller vers la transition écologique. Et nous, on dénonce tout ça. Et aujourd'hui, on dit stop. Et si vous voulez, le fait que hier, la secrétaire d'État me dise oui, effectivement, c'est une erreur, on ne vous a pas répondu, on ne vous a pas adressé les dépenses, parce qu'on a demandé à ce que les dépenses nous soient communiquées et à ce que les projets éventuellement appuyés par le gouvernement nous soient transmis. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et nous, on a beaucoup de difficultés à dire qu'on manque de confiance envers les élus. On a ce problème-là de dire, voilà, on a effectivement les élus, on nous a beaucoup dit pourquoi vous n'allez pas vers les élus pour essayer de faire passer vos messages, mais ça ne passe pas. Il y a une barrière, c'est verrouillé. Et c'est ce qu'on dit. Donc voilà, on a beaucoup aussi on nous a tout de suite opposé aux écolos, par exemple, en nous disant oui, vous dénoncez la fiscalité verte, mais on dénonce pas la fiscalité verte, on dénonce le fait que la fiscalité verte ne sert pas à financer la transition écologique. Et tout de suite, on a voulu nous opposer, alors c'est clairement pas ce qui est dit dans la pétition. Il y a cette volonté de cloisonner les sujets pour qu'on ait l'impression que tel sujet n'est pas lié à tel autre sujet. Et voilà tout ce qui est dénoncé. Donc vous dénoncez en quelque sorte une sorte d'instrumentalisation médiatique du mouvement, que ce soit donc dans les sujets qui sont abordés,
Donc là, effectivement, ça a été beaucoup dit. Les Gilets jaunes veulent opposer à la fin du mois, à la fin du monde. Est-ce que cette instrumentalisation médiatique, vous l'avez aussi ressenti quand il fallait choisir à tout prix des leaders, des représentants pour aller parler à tel ou tel micro, pour rencontrer telle personne du gouvernement, ou alors dans le traitement des faits qui se sont produits chaque samedi à Paris. Puis on a souvent vu dans les images ces scènes de voitures qui brûlent, de pavés qui sont lancés. Oui, effectivement, les médias ont pas mal contribué à plusieurs choses, ont pas mal contribué à construire une certaine opinion par rapport aux personnes qui soit ne connaissent pas le mouvement, soit ne savent pas exactement ce qu'on dénonce. Autour de la peur, vous pensez ? Oui, carrément, et on le sent d'autant plus quand on est au cœur du mouvement et qu'ensuite on a les retours des personnes qui ne sont pas dans le mouvement mais qui regardent exclusivement la télé. On voit tout de suite la différence. Ça contribue aussi à construire l'image que les personnes à l'étranger ont du mouvement. Parce que voilà, quand on est pas mal en contact avec des journaux étrangers, des médias étrangers, et l'image qui est renvoyée à l'étranger, elle colle absolument pas à ce qui se passe. Alors oui, il y a des débordements en fin de manifestation, mais sur 4000 manifestants, vous n'avez pas 4000 personnes qui viennent exclusivement pour causer des débordements. Donc c'est vraiment pas réaliste ce qui est montré à l'étranger, et les médias français contribuent à ça. Bon, allez-y, allez-y Didier Bécher. Les médias, moi j'ai pas un avis, est-ce que les médias y contribuent ? Mais je pense qu'il y a beaucoup de mouvements, moi pour faire tous les plateaux, tous les week-ends depuis le mois de novembre, qui aimeraient probablement avoir cette mise en lumière. Je pense qu'à un moment donné, il faut accepter de pas non plus savoir comment saisir cette opportunité qui est donnée d'expression et de coagulation en fait des différentes personnes qui parlent, qui veulent s'exprimer, encore une fois de manière très différente, parce que moi je vous rejoins, un mouvement qui part de la base et qui est très diffus partout en France, c'est difficile de lui donner un leader. N'empêche que la démocratie aujourd'hui en France, comment elle marche ? Il y a des gens qui ont voté, ils ont voté pour des élus, enfin il n'y a pas d'obligation à voter en France, hein. Il y a eu un programme, etc. Donc c'est légitime, je trouve, qu'à un moment donné on dise moi je veux bien envoyer des informations à madame, mais elle représente qui ? Le citoyen. Non mais... Enfin voilà, okay, mais pourquoi je négocierais avec vous ? C'est pas une négociation que de transmettre aux citoyens des documents dont on a le droit en tant que citoyen. Alors effectivement, vous n'allez pas avoir 15 000 citoyens qui vont venir frapper à la porte du ministère, c'est pas ce qui se passe. Mais en l'occurrence, on a le droit, à un moment donné, c'est justement cette division-là, ce verrouillage-là qui est fait, qui donne l'impression que voilà, puisqu'on a voté, on la ferme pendant 5 ans. C'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est précisément ce qui se passe. Que le sentiment... C'est pas un sentiment, c'est réel. C'est tout à fait réel. Encore une fois, c'est votre perception. En gros, non, parce que vous nous dites on vote, on fait confiance, et en gros qui vous êtes pour négocier, vous dites qui vous êtes pour qu'on puisse vous donner des informations, et qui vous êtes pour qu'on puisse négocier avec vous. Pourquoi vous seriez un canal privilégié ? Ce qu'on a essayé de construire, un citoyen qui s'intéresse à ce qui se passe dans son pays, c'est pas quelqu'un qui se sent privilégié, c'est quelqu'un qui a un droit et qui l'exerce. Je fais des réunions trimestrielles, venez aux réunions, enfin je veux dire, l'information elle est disponible, la pédagogie elle est disponible. Mais c'est pas parce que on a été comment dire, tout ça. C'est pas parce que peut-être pas par méfiance, mais peut-être par correction, qu'on est resté très longtemps à se dire voilà, c'est vrai qu'on a le droit de demander certaines informations, mais on ne le fait pas parce qu'on imagine qu'on va pas le faire en groupe. Qu'aujourd'hui, puisqu'on exerce ce droit-là, on est censé être méprisé pour ça. On a le droit en tant que citoyen de demander. C'est un article des droits. C'est quand même un article de la Déclaration des droits de l'homme d'avoir un regard sur les impôts. On est élu pour que les citoyens nous posent des questions. Enfin, ils nous ont confié un mandat. C'est pas une question de négociation. Je pense que on n'a pas à être leader pour avoir des informations. C'est ça que je veux dire. Bien sûr. N'empêche que quand on réclame une modification aussi importante de la société, de sa manière de fonctionner, de la démocratie, de la fiscalité, tout ce qu'on veut, on voit bien qu'on va toucher à des choses extrêmement importantes et qu'il va bien falloir... vous savez, le camembert, c'est toujours le même. Hein, donc, si on veut répartir différemment la dépense de l'État, on ne va pas se réveiller comme ça un matin en disant tiens, on va le faire. Mais c'est pas le cas. Et je pense que c'est là aussi où on ne se rend pas compte que beaucoup de choses ne sont pas... on voit des gilets jaunes que les manifestations du samedi. Les gilets jaunes, ce sont quand même des personnes qui ont des compétences, des personnes qui se parlent, qui construisent des choses ensemble, et ça demande du temps. Et il y a des personnes qui travaillent vraiment activement pour faire changer ces choses-là, mais c'est pas forcément médiatisé, c'est pas forcément mis en lumière parce que déjà c'est du travail et que voilà, elles font pas ça pour être sous les projecteurs, elles font ça pour faire avancer les choses. Et c'est pas communiqué, ce sera certainement communiqué en temps voulu. Mais effectivement, lorsqu'on demande un profond changement, alors on parlait tout à l'heure de ce qui a mené les gilets jaunes à manifester. Effectivement, il y a la fiscalité, mais il y a aussi une certaine remise en cause du système de représentativité tel qu'il existe. Et ça, il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent là-dessus, activement. Effectivement, ça fait partie des thématiques qui sont ressorties du grand débat national. Tan, tu avais quelque chose à dire dessus ? D'abord, avait quelque chose à dire, non, peut-être.
Plusieurs remarques. J'en reviendrai après. Sur les élus, attention aux attaques contre nos élus. On en a 500, 550 000 en France à la louche, dont la plupart sont des élus locaux. C'est parfois le dernier rempart de proximité dans nos territoires, dans nos petits villages. Quand il n'y a plus de services publics, ce sont les élus locaux qu'on va voir. Donc attention peut-être à ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Sur l'information, effectivement, on a un vrai besoin de plus de transparence. Peut-être grâce au numérique, ça permettra davantage de transparence, d'avoir davantage accès aux données. Et ça, c'est vrai que c'est une attente des populations. Et puis peut-être vous disiez, le camembert est toujours le même. Moi, je pense qu'il faut au contraire que le camembert grossisse. Parce que là, on s'intéresse toujours à la répartition. Intéressons-nous aussi à la taille du camembert, donc à la création de richesse. Et ça passe par un certain nombre de réformes. Mais voilà, il faut à un moment donné, pour qu'il y ait de la redistribution, qu'il y ait de la création, mais je pense qu'on partage cet avis. Et donc, voilà, faisons attention, encore une fois, aux demandes, aux revendications, aux propositions et à la manière dont on va les financer. On a quand même une situation budgétaire dramatique qui peut être très grave demain si les taux d'intérêt remontent. On a une dette énorme. On a un déficit là, de 107 milliards pour 2019. Donc, voilà, je tire un petit peu la sonnette d'alarme parce que je crains que les Français soient très frustrés. On leur a donné l'occasion de s'exprimer, ce qui est une très bonne chose, mais on leur a pas dit que toutes les propositions, aussi bonnes soient-elles, comment on pourrait les financer. Donc je crains qu'il y ait beaucoup de frustration et je crains encore une fois que le cri d'alarme des Gilets jaunes qui était « laissez-nous vivre, arrêtez de nous emmerder », comme le disait Pompidou, se transforme en une réformette sur le vote blanc ou sur le retour du conseil territorial, qui sont encore une fois, c'est des très bonnes mesures, mais ça résoudra absolument rien à ce cri de colère qui était sincère, même si je regrette effectivement que ce mouvement ait connu une dérive ou été instrumentalisé par des extrêmes, et notamment, je le dis, des extrêmes d'une idéologie, je dirais, révolutionnaire. Moi, je me baladais à Paris pendant les manifestations pour constater, voilà, j'étais assez choqué de voir ces voitures brûlées, puis de voir le mot exploiteur sur des vitrines de commerçants. Pour en connaître certains, ce sont des gens qui ont parfois du mal à boucler les fins de mois. Donc voilà, je dis juste attention à ce mouvement, attention à la frustration qui peut naître de la fin de ce grand débat si la réponse n'est pas économique, n'est pas sociale et n'est pas chiffrée. Un mot sur juste la frustration, parce que ça sera un élément, je pense, essentiel des semaines qui viennent. Moi, j'ai fait 7 grands débats, donc plusieurs publics avec plus de 300 personnes. Donc ça veut dire sans communication, hein. Donc ça veut dire des gens qui, comme vous le dites très bien, sont intéressés, on leur donne l'opportunité d'une nouvelle forme de démocratie, viennent. Et en fait, ce qui se passe dans ces débats, quand il y a beaucoup de monde comme ça, c'est qu'il y a une autorégulation qui est extrêmement intéressante. Donc moi, la déception, en fait, j'y crois pas tellement à ce sujet. Parce que ceux qui ont participé, vous avez systématiquement le pour et le contre dans la même réunion. Plus d'impôts, moins d'impôts, plus de démocratie, moins de démocratie. Ça, c'est vrai, je l'ai constaté. Et l'autorégulation, c'est ça la démocratie participative, c'est que quelqu'un, et c'est comme ça qu'on voulait le faire, c'est-à-dire que moi, les grands débats, j'ai été très peu interpellé, et l'idée, c'était pas que les élus s'expriment. Je parle des élus de la majorité, hein, il ne s'agit pas de piéger les autres élus. Mais les élus de la majorité, on n'était pas là pour s'exprimer ou justifier. C'est vraiment les personnes entre elles qui ont pu discuter, confronter leurs idées. Donc finalement, beaucoup des idées qui étaient annoncées et qui pouvaient sembler farfelues étaient démontées par d'autres personnes qui étaient présentes. Donc les gens qui étaient là, alors c'est que 300 personnes sur une ville, ils savent très bien qu'ils n'auront pas forcément la mesure qu'ils ont demandée, parce qu'il y a 50% de la population qui était présente dans la salle qui n'en voulait pas. Plus de services publics, des économies. Où est-ce qu'on met le curseur ? Les gens ont pu débattre entre eux de ça. Un référendum, c'est intéressant ou c'est pas intéressant ? Il y a eu des vrais échanges sur... Oui, non, enfin, honnêtement, de manière opérationnelle, on va pas pouvoir faire le RIC tous les jours, demander l'avis, etc. Par contre, qu'il y ait la possibilité régulièrement, peut-être de penser une loi ou de faire un référendum local, c'est une forme de démocratie qu'on est en train de demander. Donc, il y aura des sorties sur ces sujets-là. Donc, je pense que cette autorégulation, elle a beaucoup servi. Elle servira en tout cas, je vais dire la non-déception à la sortie, et puis vous verrez les mesures aussi. Je pense qu'à un moment donné, on ne se serait pas lancé là-dedans si c'était pour sortir sans rien. L'idée, c'est bien de sortir avec des choses assez puissantes. Justement, est-ce que le sentiment des déceptions des Gilets jaunes et même de la population de manière générale, il ne vient pas du fait que, étant donné l'ampleur du mouvement, étant donné quand même le nombre de blessés, parce que je crois qu'on est là à
il y a plus de blessés là depuis le début du mouvement des Gilets jaunes qu'en mai 68. Donc on est quand même face à quelque chose d'une ampleur très grande. Est-ce que le sentiment justement qu'ont les Gilets jaunes de ne pas être entendus, est-ce qu'il n'est pas justifié par le fait que pour l'instant le gouvernement ne bouge pas beaucoup, quoi. Il ne fait pas beaucoup de concessions. Vous ne pouvez pas dire ça. Les 1,2 million de personnes qui touchent la prime d'activité, qui ne la touchaient pas, vous ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, c'est pas possible. C'est pas réel. Que ce soit une perception, je veux bien, mais la réalité, c'est que vous avez 1,2 million de Français qui touchent la prime d'activité et qui n'y avaient pas accès jusqu'à maintenant. Grâce aux Gilets jaunes, il y a eu une modification de la prime d'activité qui fait qu'1 million de Français. Oui, mais si on veut faire une comparaison historique, on pourrait dire que les concessions qui ont été faites aux Gilets jaunes par Macron sont dérisoires par rapport à ceux obtenus par les manifestants. Je précise par rapport à ceux obtenus par les manifestants en 68. C'est pas les mêmes. Encore une fois, on n'est pas du tout sur les mêmes sujets. Je pense que historiquement, on peut pas comparer 68 et ce qu'on aujourd'hui. Là, on est sur comment je remplis mon frigo. Donc, je dirais, c'est des choses concrètes, des éléments concrets de décision et sur la pratique de la démocratie. Donc après, est-ce que 1,2 million de personnes, ça comble tous les problèmes qu'il y a en France ? Probablement pas. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention à pas minimiser les revendications qui ont été satisfaites et obtenues par les Gilets jaunes. Encore une fois, moi j'insiste beaucoup sur cette partie-là parce que c'est bien les Gilets jaunes qui ont obtenu ça. Alors je vais approfondir ma réflexion et ça va me permettre de vous poser une question et aussi aux deux autres invités. C'est moi je compare à mai 68 et moi je maintiens que les concessions qui ont été faites ne sont pas équivalentes à ceux qu'avait fait le général de Gaulle, et pourtant c'était le général de Gaulle avec les accords de Grenelle. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est Macron le veut-il ? C'est Macron veut-il faire des concessions ? Et en fait, la vraie question, c'est Macron peut-il faire des concessions ? Parce que je pense que si on prend, par exemple, vous avez parlé des fins de mois difficiles, et nos autres invités ont aussi parlé des fins de mois difficiles pour les Gilets jaunes. Il y avait une revendication des Gilets jaunes, c'était la question de la revalorisation du SMIC. Je pense que c'était une des revendications du mouvement, et elle n'a pas été satisfaite, cette revendication. Encore une fois, on peut avoir une discussion intellectuelle et théorique pour dire on n'a pas répondu à la demande sur le SMIC, mais dans le porte-monnaie des gens, je veux dire, ce qui est concret, c'est ce que vous avez dans votre porte-monnaie. Dans votre porte-monnaie, l'effet cumulé de ce que vous avez eu à partir du mois d'octobre, pour ceux qui travaillent, parce que ceux qui ne travaillent pas, c'est différent, mais depuis le mois d'octobre, vous n'avez plus de cotisations sociales et de cotisations chômage, et vous avez les 100, 200 euros, ça dépend de votre situation de famille, si vous avez des enfants, si vous êtes seul ou pas, donc cette augmentation de la prime d'activité. Donc si, facialement, vous avez eu en moyenne une augmentation de 200 euros mensuel de votre pouvoir d'achat. Donc, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Alors après, on aura la discussion théorique. Oui, mais nous, ce qu'on demande, c'est de payer des taxes, parce que si c'est pas du salaire, on cotise pas. Ok, cette discussion intellectuelle, je veux bien l'avoir. Mais remplir mon frigo, c'est vraiment une demande de pouvoir d'achat. Et cette demande de pouvoir d'achat, on y a répondu de manière importante avec des milliards à un moment donné, mais aussi avec plein de mesures qu'on mène depuis des mois et qui continuent. Je dirais, qui vont continuer. Et puis on n'a pas fait la sortie, si vous faites le parallèle avec mai 68, on n'a pas fait la sortie du grand débat. Donc les grandes mesures qui vont sortir de l'expression de l'ensemble des Français, il y a eu 10 000 réunions, 1,7 million, je crois, de propositions individuelles qui ont été faites. Donc on va compiler tout ça, et il y a les conférences régionales citoyennes qui démarrent cette semaine. Donc le grand débat poursuit sa route, contrairement d'ailleurs à ce que vous disiez en introduction. Il n'y a pas de décalage dans le grand débat. Le grand débat, il se terminait le 15, conférence citoyenne derrière, donc le planning, il est annoncé depuis le début, c'est le même. Donc là, on est sur les conférences citoyennes qui démarrent cette semaine. Nicolas Dainville, vous, président de la République, qu'auriez-vous fait justement pour résoudre cette crise des Gilets jaunes ? Alors, je vais vous répondre. Déjà, juste parler des cahiers de doléances, qui sont aussi des cahiers mis à disposition des maires, dans les mairies, pour les citoyens. J'ai la chance d'en consulter certains. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit beaucoup de retraités qui veulent l'indexation des retraites sur l'inflation, pour éviter d'avoir des situations, des fins de mois extrêmement difficiles. Ils ont subi une hausse de la CSG quand même très importante. On voit également des sujets sur la TVA pour les produits de première nécessité, pour qu'elle soit à 0%, pour permettre effectivement aux plus modestes, notamment de pouvoir vivre dignement. On voit quelques sujets sur l'immigration qui ne vient pas beaucoup dans les débats. Peut-être que les gens le disent plus par écrit, mais en tout cas, on voit des sujets sur une volonté d'immigration plus contrôlée, plus maîtrisée. En tout cas, c'est moi ce que j'ai vu dans les cahiers de doléances sur mon canton. Ou peut-être qu'on y accorde trop d'importance, tout simplement, à la question immigratoire. Enfin, c'est pas parce qu'elle n'apparaît pas qu'elle n'est pas forcément présente dans l'esprit des personnes.
En tout cas, moi, je la vois sur les cahiers de doléances. Dans les cahiers de doléances, il y a une volonté d'une immigration plus contrôlée, plus maîtrisée, parce qu'on a effectivement un choc démographique à venir avec l'Afrique, notamment avec une forte croissance démographique. Donc, il faudra régler ces sujets. Il y a plein de solutions. Ça peut être de la coopération décentralisée, un plan Marshall pour l'Afrique, pour permettre aux populations de rester dans leur pays plutôt que d'être contraintes de venir dans d'autres. Bon, mais en tout cas, ce sujet de l'immigration est aussi posé dans ce que j'ai pu constater. Il y a la question des impôts, il y a la question de la lutte contre le gaspillage d'argent public qui revient très souvent avec une sorte de complexité administrative. Les Français n'y comprennent que dalle et ils ont bien raison. On a des strates administratives qui s'empilent. C'est plus le millefeuille administratif, c'est la pièce montée. On vient de rajouter la métropole il y a quelques années. Donc on a maintenant, par exemple en Ile-de-France, 5 échelons qui complexifient tout cela. Donc voilà, moi, ce que j'ai pu voir dans les cahiers de doléances. Ensuite, ce que je ferais si j'étais président de la République, déjà apporter une réponse sur ces sujets. Sujet de la TVA, on vient de le dire, sujet des retraites. Je pense, vous parliez du général de Gaulle, je crois que c'est vous qui l'évoquiez. Je pense que le général de Gaulle... Ça vous fait plaisir, j'espère. Bien sûr, parce qu'il avait cette vision sociale, justement pour essayer de mettre fin à cette lutte des classes. Il avait beaucoup misé sur la participation, sur l'épargne salariée, pour que les fruits du profit soient vraiment partagés entre les salariés et puis les propriétaires, les actionnaires. Donc je pense que cette idée gaulliste d'une meilleure redistribution des fruits de la croissance, comme on dit, est une idée intéressante. Et je pense que l'épargne salariale et la participation des salariés est, je pense, un axe important pour justement réunir les Français et puis les motiver, puisque c'est motivant de travailler quand on sait que ça va nous profiter. Exemple, si je peux me permettre. Voilà une mesure qui nous rapproche vraiment. Donc il y a le grand débat et comment on redistribue, et c'est vrai que c'était très présent, mais typiquement sur ce sujet-là, cette semaine on vote la loi Pacte, ça sera la fin cette nuit de la loi Pacte. Dans la loi Pacte, typiquement, on a pris la décision de supprimer le forfait social. Donc quand vous touchez de la participation de l'intéressement, il y a une taxe de 20% de l'État qui était prise sur les sommes que vous allez verser. Donc typiquement, dans la loi, on a introduit que pour les entreprises de moins de 250 salariés, il n'y aurait plus de forfait social. Donc bien sûr que tout ne peut pas se résumer à la sortie du grand débat. C'est-à-dire que c'est un certain nombre de mesures pour rassembler les Français qui sont pris aussi dans les actions, dans les textes de loi que nous discutons à l'Assemblée nationale. Et pour terminer, vous me posez une question, alors ce sera aussi sûrement un débat, parce que peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais je pense que la taxe d'habitation, la réforme du président de la République sur la taxe d'habitation est une grave erreur. Une grave erreur parce qu'elle va priver nos collectivités, nos communes, de l'autonomie fiscale. C'est-à-dire qu'on va rendre les mairies totalement dépendantes de l'État. Donc elles n'auront plus de liberté pour mener à bien leurs projets municipaux. C'est aussi une forme de crise de démocratie. On parlait de cette crise-là. Il y a 2 fois plus de démissions de maires aujourd'hui que dans le mandat précédent. Vous avez la moitié des maires qui ne souhaitent plus se représenter, parce qu'aujourd'hui, être maire, c'est avoir moins de pouvoir, moins de moyens. Quand je dis moins de pouvoir, c'est par rapport à l'intercommunalité qu'on a renforcée, avec des belles intercommunalités, mais des intercommunalités qui privent les maires d'une certaine liberté d'action. Et si on renforce cette coupure avec cette taxe d'habitation qui était un impôt accepté, avec plein de défauts, bien évidemment, mais c'est un impôt accepté, et, pour terminer juste mon propos, qui permettait d'avoir ce lien entre fiscalité et service public local. Et je crains vraiment, si on coupe ce lien-là, si on rend les communes et les collectivités locales dépendantes de l'État, cette recentralisation, je pense qu'elle va handicaper nos territoires. Alors, qu'est-ce qui est sur la table? Mais on se rejoint vraiment sur ces points. Qu'est-ce qui est sur tous les exemples que vous avez donnés sont sur la table. Renforcer la fiscalité locale, puisque de toute façon la taxe d'habitation sera supprimée pour l'ensemble des Français. Ça, c'est une certitude. Donc quel est le modèle de fiscalité pour rendre de l'autonomie au territoire? Ça, c'est sur la table. TVA sur les biens de première nécessité, c'est une discussion qui est sur la table. Réindexer les retraites, la discussion est là. Enfin, si vous prenez ce que la République En Marche a proposé en sortie du grand débat, vous retrouvez ces 3 thèmes de manière extrêmement précise. Donc on voit bien qu'en sortie du grand débat, on aura une réponse forte sur ces sujets-là. Et en tout cas, moi, je partage la nécessité. On peut pas juste dire la démocratie locale, c'est vachement bien, redonnons du pouvoir aux maires. On redonnera, et je suis entièrement d'accord avec vous, on redonnera du pouvoir aux collectivités si on leur redonne aussi de l'autonomie fiscale, si elles ont la capacité
de décider d'une certaine. Il y aura toujours les dotations de Mais l'État, alors, évidemment. l'autonomie, mais l'autonomie écoutez des villes, Jacqueline effectivement, Gouraud, si elle vous dépend écoutez aussi Jacqueline Gouraud, elle de dit- ses elle dit subventions. ça. Mais Nicolas Dainville, attention, enfin, Sarkozy avait aussi supprimé la taxe professionnelle qui, de fait, a asséché beaucoup sur les budgets des collectivités territoriales. Donc là, enfin, on est entièrement tout ce qui renforce la recentralisation de Paris et donc qui enlève au territoire de la liberté va dans la mauvaise direction. Que ce soit des mesures de droite comme de gauche, si elles vont dans ce sens-là, ce sont des mauvaises mesures. Il faut, je pense, redonner de la liberté au territoire, des moyens. L'État, aujourd'hui, ne fait pas suffisamment d'économies. On a encore un déficit qui est massif, 107 milliards d'euros à venir en 2019. Encore une fois, qu'importe la couleur politique, c'est une réalité. Et qu'on ne s'acharne pas sur nos collectivités locales qui pèsent peu dans la dette française. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Les élections mais- municipales mais- sont encore dans un an, mais il y a les élections européennes. Alors justement, j'y venais. qui arrivent. Je voulais rebondir sur ce que disait précédemment M. Dainville et même sur ce qu'il vient de dire là, sur la question du général de Gaulle et sur la question de la réduction des déficits. Mais on pourrait aussi vous répondre que si le général de Gaulle a pu consentir des augmentations de salaire après mai 68, c'est pas une question de réduction de déficit, c'est simplement une question que De Gaulle, à la différence de Macron, il avait le franc. Et qu'il savait qu'avec le franc, il pourrait dévaluer pour absorber justement le choc négatif de compétitivité que représentait une augmentation des salaires et donc des coûts de production. Et donc on pourrait vous dire, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, monsieur Bécher, je vous disais, Macron, la question c'est est-ce qu'il veut vraiment faire des concessions, et la question c'est aussi est-ce qu'il le peut en fait, est-ce qu'il le peut dans le cadre de l'euro, dans le cadre de la monnaie unique, est-ce qu'il peut vraiment consentir des augmentations de salaire, comment absorber un choc de compétitivité négatif suite à une augmentation de salaire. Bien sûr, mais surtout j'aurais aimé avoir aussi l'avis de madame. On peut pas sortir l'Europe uniquement quand ça nous arrange. C'est-à-dire que alors, moi, en tout cas, je suis profondément européen. J'appartiens à un mouvement vraiment progressiste en matière d'Europe. Et je suis persuadé que l'Europe est la réponse à beaucoup de questions en matière. On a parlé d'immigration, d'emploi, enfin, je veux dire, une meilleure protection de notre industrie européenne. Voilà ce qu'on a loupé toutes ces années. Moi, j'étais pas à l'Europe. Et d'ailleurs, le mouvement n'était pas représenté en Europe. Donc, on va s'y atteler, j'espère. Mais ces éléments-là, enfin, je veux dire, cette discussion, tous ces éléments ont été discutés pendant le grand débat. Est-ce qu'on a une forme d'autonomie en Europe ? Si on est fort en Europe et qu'on prend une position de leadership en Europe et qu'on entraîne les autres pays vers une Europe qui est plus sociale, plus protectrice, oui, on pourra faire ce qu'on veut. Maintenant, on ne peut pas se permettre d'être en déficit total en disant quelque part qu'on veut être un leader au sein de l'Europe. Donc l'Europe, c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans nos décisions de tous les jours. Dans tous les cas, c'est un débat qui revient souvent. C'est la question que j'allais vous poser parce que je vois qu'au départ, les Gilets jaunes ne parlaient pas beaucoup d'Europe et je vois que ça remonte de plus en plus. En fait, il y a beaucoup de sujets dont on dit que les Gilets jaunes ne parlent pas, mais c'est juste qu'on les écoute pas. C'est pas pareil. C'est un sujet qui est pas mal revenu, le sujet de l'Europe. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant quand vous dites est-ce que le président peut faire quelque chose ? C'est beaucoup revenu. C'est est-ce qu'il veut ? Est-ce qu'il peut ? Est-ce qu'il en a les moyens de le faire ? Est-ce qu'il a les moyens de le faire ? Et effectivement, c'est à l'occasion de ce questionnement-là que beaucoup de personnes se disent voilà, est-ce qu'on est pas mal dépendant de ce que décide la Commission européenne ? Et ce sont des sujets qui reviennent pas mal lors des différents débats organisés par les Gilets jaunes, justement. Parce que voilà, quand on voit par exemple pour les taxes ou l'absence de taxes ou très peu pour les GAFAM, on sait d'où ça vient. Vous avez une conviction personnelle ou pas sur la question très classique et qui fait aussi écho à l'actualité sur le Brexit. La France doit sortir des traités ou alors est-ce que vous êtes pro-européenne comme l'est le parti La République En Marche ? Personnellement, je trouve que sur le papier et sur ce que l'Europe aurait dû représenter, c'est une belle idée. Et pour moi, ce que c'est aujourd'hui... L'Europe. Ouais. Et sauf que pour moi, aujourd'hui, c'est pas du tout ce que ça aurait dû être. Et c'est bien dommage parce que c'est pas parce qu'on fait partie d'une communauté et qu'on doit éventuellement s'aligner ou... Enfin, sur quelques mesures, on peut éventuellement s'aligner, sauf qu'un pays, ça a ses complexités, ça a ses particularités, et on ne peut pas appliquer à l'un ce qu'on doit appliquer à l'autre. Donc je pense que c'est en ça qu'on fait des erreurs, et lorsqu'on se rend compte qu'il y a quelques mesures qui sont prises et qui sont
prise parce que la Commission européenne ou plusieurs pays un petit peu leaders de la communauté, par un non ou par un oui, influent sur tout ce qui est fait ensuite sur tous les autres pays. Je trouve pas ça très normal. Je pense que c'est l'intérêt du pays qui prime et l'intérêt des citoyens. Monsieur Dainville. Moi, je partage effectivement cette analyse. On a construit des très grandes régions en France qui rendent très compliqué pour beaucoup de nos concitoyens ce lien avec le pouvoir de décision. On parle de suppression des départements qui sont un échelon de proximité. Les communes sont vidées de leur substance parce qu'on transfère maintenant les pouvoirs aux intercommunalités. L'Europe, c'est la même logique. C'est effectivement une logique supranationale avec quelques belles réalisations d'ailleurs quand elles se font sur le mode de la coopération. Mais effectivement, je pense qu'il y a un réveil populaire de ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire que ce qui doit être décidé au niveau local se fasse au niveau local. Et je pense que l'Europe a eu trop tendance à se technocratiser, à se bureaucratiser, à multiplier les normes. Et peut-être aussi à contraindre les États à un certain nombre de politiques sans tenir compte du choix du peuple. J'ajoute une deuxième contrainte par rapport au général de Gaulle, c'est que du temps du général de Gaulle, on avait un pays en pleine croissance, on avait un budget qui était à l'équilibre, voire excédentaire. Dernier excédent, c'est dans les années 72. Aujourd'hui, on a une situation budgétaire avec qui n'a une pas balance rien à voir. commerciale excédentaire aussi. Et ouais, bien évidemment. Et on a aujourd'hui effectivement à la fois l'Europe qui a des qualités, mais qui a quand même d'importants défauts, je pense, au niveau du modèle national, moi, que je défends. Et puis, une situation budgétaire qui rend beaucoup moins libre. Aujourd'hui, on a, alors c'est un peu technique, mais 2200 milliards de dettes. Le deuxième poste budgétaire de l'État, c'est les intérêts. C'est-à-dire qu'on a l'éducation nationale, et ensuite, tous les ans, c'est 40 milliards qu'on paye pour rembourser uniquement nos intérêts. Donc c'est tout l'argent qu'on pourrait mettre ailleurs qui partent pour nos intérêts. Oui, mais vous avez beaucoup de gilets jaunes qui disent pourquoi est-ce qu'on devrait rembourser ces intérêts? Ah oui, bah bien sûr, mais effectivement, après, c'est compliqué de réemprunter. Vous ne remboursez pas votre prêt pour votre maison. Est-ce que je peux vous prendre deux exemples très très simples pour essayer d'imaginer... C'est compliqué de réemprunter si les investisseurs n'ont plus confiance. Donc là, s'il n'y a plus de confiance, c'est très grave. Donc effectivement, on peut leur faire un doigt d'honneur, mais enfin, on risque plus d'avoir de l'argent. Là, tous nos fonctionnaires sont payés à crédit. On a, je vous dis, un déficit de 100 milliards, c'est-à-dire qu'on dépense plus de 100 milliards que ce qu'on gagne. Donc on a un vrai problème budgétaire. Donc on peut se faire plaisir, effectivement, en gonflant les pectoraux, mais on risque, je pense, de mettre la France dans de sales draps si on ne résout pas cette question budgétaire, et on a moins de liberté que du temps du général de Gaulle, ça c'est clair. Alors j'ai une question pour vous, Didier Béchère, toujours sur l'Europe. Emmanuel Macron avait déclaré dans sa tribune il y a quelques jours que l'Europe n'est pas un marché, c'est un projet. Pourtant, une des politiques de l'Europe, c'est justement de transformer, par exemple, des services publics en marché. Il n'y a pas là une sorte de contradiction entre le discours et puis ce qui est réalisé en réalité dans les actes? Après, je pense que ce qui pointe, c'est l'échec de l'Europe à être, encore une fois, une structure suffisamment protectrice. Je vous prends deux exemples simples sur l'Europe pour essayer de comprendre que, finalement, l'articulation nationale et européenne, elle n'est pas si compliquée que ça, si vous voulez jouer un rôle important et si vous voulez avoir le leadership. Premier exemple, c'est la taxation sur les géants du numérique, donc les GAFA, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. La négociation, elle a eu lieu, menée par la France, au niveau européen. Ça n'a pas de sens comme ça quand on le regarde. Ça n'a pas de sens d'aller décider que la France va taxer les géants du numérique et pas les autres pays. Parce que ça veut dire que du coup, potentiellement, les géants du numérique retireraient leurs activités de la France pour les installer dans d'autres, ou de les renforcer en tout cas dans d'autres pays européens. On mène cette bataille, c'est Bruno Le Maire qui a mené cette bataille. On échoue. On échoue parce que l'Europe nous dit « Ah bah non, nous on n'a pas envie de taxer les géants du numérique ». Qu'est-ce qu'on décide? Et qu'est-ce qu'on décide? Regardez le calendrier, parce que cet échec, il est du mois de décembre, si je ne dis pas de bêtises. De quoi on discute dans le grand débat? Pression fiscale, égalité, c'est pas normal, on taxe trop les plus pauvres, pas assez les plus riches, etc. On décide, donc là pour le coup au niveau national, que la taxation des géants du numérique démarrera à partir de 2019. Donc encore une fois, et on va continuer à porter ce débat en montrant la France a réussi à taxer les géants du numérique, cette fameuse taxe de 3% qu'on met sur les géants du numérique, et on va continuer à porter la voix en Europe pour que l'ensemble des pays européens le font, et c'est l'engagement que Bruno Le Maire a pris. Deuxième... Bonne idée, au niveau national. Parce qu'ils sont en situation d'oligopole. On peut pas donc c'est les PME qui vont payer une finale. On ne peut pas vouloir tout et son contraire. À un moment donné, si on écoute ce que les citoyens disent, il faut aussi montrer qu'on est en capacité, là où il y a de l'inégalité de taxation,
Facebook, Google, etc. Démarrons Alors, et montrons que c'est attention possible. quand même au symbole, parce que là c'est une mesure symbolique. Oui, 750 millions, c'est Ce qui symbolique, mais sera pas grand-chose. ouais, enfin c'est Et 750 millions. Mais symbole, mais Voilà. je dis juste attention au symbole parce que les PME, 80% d'entre elles utilisent ces fameux GAFA pour leurs services. Et quand on est dans une situation d'oligopole, quand on n'a aucun concurrent, on a tout le loisir d'augmenter ses prix, de répercuter la taxe sur les prix. On utilisera Quant, Donc, comme ça, ce sera c'est au beaucoup mieux final les qu'un petites leader PME. français. Et mais Bah ouais, et- on va se forcer. Et Enfin, avec regardez un ce qu'on a champion fait. du numérique, attention À l'Assemblée à ne pas nationale, on a les faire décidé fuir. de... On sort de tous les outils mondiaux. Le navigateur officiel de l'Assemblée nationale, c'est Quant. La solution, on était bonne quasiment chose. tous chez Dropbox. On est passé chez Piwi. On est en train de faire une migration vers des outils français parce que justement, quand vous commencez à réfléchir à cette justice fiscale, que ces gens-là, donc ces géants du numérique, sont chez vous, ne payent pas d'impôts chez vous et vous utilisez leurs produits. Donc il faut s'appliquer à soi-même. Je veux dire, ce qu'on veut défendre. Je veux dire, c'est à nous aussi en tant que citoyens à se l'appliquer. Et entreprise Deux- française, bien champion sûr. numérique français. Après, qui, malheureusement, excuse-moi, mais seront taxés. l'évasion fiscale ne se limite pas aux GAFA. Hein. Non, mais Vous êtes aussi en échec. bien sûr, mais- quand on bien lit sûr. la liste des paradis fiscaux qu'on a publiée étendu récemment sous par la- l'Union européenne, qu'on a quand on voit étendu que la le semaine Luxembourg dernière n'est sur la pas pression dans de la cette France. liste-là, c'est quand même assez qu'on a curieux. étendu de 25 pays la semaine dernière sur la pression de la France. Deuxième exemple rapide, le glyphosate, parce que là aussi on raconte beaucoup d'âneries sur le sujet. Donc, qui a mené la négociation? Donc c'est Brune Poirson qui a mené la négociation, donc la ministre de l'écologie, secrétaire d'État chez François de Rugy, qui a mené cette négociation sur le glyphosate en Europe. On a obtenu de redescendre à 5 ans. L'Europe voulait re-signer pour 15 ans d'autorisation du glyphosate. C'est la France qui a obtenu les 5 ans. Et on a décidé, on verra si on y arrive, mais en tout cas on a décidé en France de sortir du glyphosate pendant 3 ans. On vote cet après-midi. C'est important d'avoir pas que le blabla qu'on entend à la télé. On vote cet après-midi, toujours dans la loi Pacte, l'interdiction de l'exportation des produits du type glyphosate depuis la France vers les autres pays. Parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'en décidant d'en sortir, les gens qui produisent du type glyphosate, c'est une seule partie, continuent à pouvoir exporter depuis la France vers les autres pays. Donc on va voter cette interdiction cet après-midi. Donc encore un exemple de... On négocie au niveau de l'Europe, on essaye d'avoir un impact fort, typiquement on l'a eu sur le glyphosate, sinon on était reparti pour 15 ans, et on se l'applique à nous-mêmes. Donc l'équilibre, moi je crois beaucoup à cet équilibre entre protéger le national, faire des choses peut-être plus innovantes, plus importantes au niveau, qui vont plus loin en tout cas au niveau national, mais tout en étant dans un calendrier européen, parce que nos agriculteurs, ils vivent pas tout seuls. Il faut qu'ils soient concurrentiels avec les autres pays d'Europe. Notre industrie, elle vit pas toute seule. Moi, j'en entends qui veulent remonter des murs autour de la France. C'est fini, ça. Je veux dire, on a besoin, à un moment donné, d'avoir un marché qui est le marché européen pour nos PME. Bien, merci messieurs. Voilà, l'heure est passée très vite et puis on doit vous libérer, notamment Didier Bécher. Vous devez retourner à l'Assemblée. Merci d'être venu. Nicolas Dainville, également, donc conseiller municipal, conseiller départemental pour le Parti des Républicains. Merci d'être venu. Priscilla Ludowski, figure incontournable des Gilets jaunes. Prochain acte samedi prochain, normalement. Et puis on verra comment le mouvement va évoluer encore. Merci Tantoine d'être venu. C'était l'émission En toute matière, acte 1. On se retrouve pour une prochaine émission. Bonne soirée, bonne semaine à tous.